Soyez les bienvenus, donc on démarre dans moins de 7 minutes. N'hésitez pas, ne soyez pas timides avec les likes et les cœurs si vous appréciez ce bulletin quotidien. À tout à l'heure, à tout de suite. On démarre tout juste dans moins de 5 minutes, enfin non, un peu plus de 5 minutes, pardon. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois que vous êtes déjà nombreux sur le live sur Facebook. N'hésitez pas, ne faites pas les timides avec les likes ou même les cœurs. Vous pouvez oser aujourd'hui. Le cœur, c'est la 4e et dernière édition pour cette semaine, donc du bulletin numéro 4. On parle bien sûr de choses très sérieuses, mais cela n'empêche pas de s'apprécier les uns les autres. À tout de suite. Il nous reste moins de 3 minutes avant le démarrage de ce bulletin numéro 4, donc du 24 juillet 2020. Il s'agit du réseau scolaire Covid-19. On va entendre, écouter, donner la parole à des praticiens qui sont sur le terrain de tous les niveaux de la pyramide de santé, depuis le centre de santé, le centre de vaccination, jusqu'à la capitale, jusqu'au niveau national. On va entendre aujourd'hui donc des invités de Haïti, de la République démocratique du Congo et de Madagascar. Donc on vous donne rendez-vous dans tout juste 2 minutes, un peu plus. À tout de suite.
Voilà, si vous avez des collègues qui sont sur Facebook, vous êtes en contact avec eux et ils sont aussi praticiens de la vaccination, ils sont aussi sur le front du Covid. N'hésitez pas à les inviter, il vous reste juste un petit peu plus d'une minute pour les faire venir assister en direct à cette séance. Sinon, vous pouvez après coup leur donner le lien pour l'enregistrement. Mais sinon, faites-le maintenant. Si vous avez des collègues et vous trouvez que ça vaut la peine d'écouter donc voilà, la voix, l'expérience, partager l'expérience avec d'autres praticiens. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes donc en direct depuis Genève, depuis la Fondation Apprendre Genève. Je suis Reda Sadki, c'est le 4e bulletin quotidien. Donc un bulletin d'idées, un bulletin de partage d'expériences entre praticiens de la vaccination qui se trouve sur le front du Covid. Il s'agit du réseau scolaire Covid-19 dont le but est de partager vos expériences, diffuser les idées, les bonnes pratiques et agissez et d'agir pour maintenir la vaccination pendant la pandémie. Il reste 2 jours pour déposer votre candidature si ce n'est pas encore fait. Et vous voyez, donc il y a un grand événement de lancement auquel tous et toutes, indépendamment de votre candidature, seront conviés le 3 août. Vous pouvez vous inscrire donc sur le site de la Fondation Apprendre. Vous voyez ici, il reste donc 3 jours, 10 heures, 54 minutes et quelques secondes pour si vous n'avez pas encore déposé votre candidature. Avant de saluer Charlotte Mbou qui a préparé donc ce bulletin, je vais saluer d'abord les auditeurs et auditrices sur Facebook. Donc ils sont trop nombreux pour les citer tous. Donc ne vous fâchez pas si je ne vais pas vous citer. Je vais regarder juste les tout derniers, surtout ceux qui ont précisé donc la ville et le pays à partir desquels vous êtes connectés. Donc on a Youssouf Elmi, le docteur Youssouf Elmi, donc depuis la Somalie. Lucien Banzé depuis Yaoundé au Cameroun. On a également Aingo Randri Anan Toandro de Madagascar. Guillaume Ngoye Mwamba à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Voilà, le message de Valérie Melingui depuis Yaoundé au Cameroun vient d'arriver. Valérie avec un Y Muzimba donc depuis Lubumbashi en RDC. Et Dan Zounis, qui salue tous les fondateurs du réseau scolaire Covid-19 et qui est ravi d'assister à cette séance. Voilà, bonjour Charlotte Mbou. Vous avez préparé cette séance et vous avez épluché plus de 3600 candidatures au réseau Covid-19 et vous avez trouvé donc des intervenantes qu'on a écoutées toute cette semaine qui nous ont raconté des choses étonnantes qui se passent sur le terrain. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, Charlotte? Bon, merci Reda et déjà bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons 3 invités qui sont là avec nous. Nous avons Daphné Michel de Haïti. Nous avons le docteur Nadia Mami Taina de Madagascar et nous avons Linda Matadi qui vient de la RDC. Très bien, merci Charlotte. Donc, on va passer donc aux questions. Qui va répondre en premier? Je pense que nous allons commencer avec Daphné Michel. Et Daphné, je vais vous inviter à activer votre micro. Vous allez nous dire qui vous êtes, où vous travaillez et exactement votre rôle en ce qui concerne la réponse au COVID-19 et la vaccination. Bonjour à tous, bonjour Reda, bonjour Charlotte et bonjour à tous les participants. Je suis Daphné Michel.
Je suis médecin, je fais la santé publique, je travaille au niveau district, je travaille dans une organisation et ONG non gouvernementale. Je travaille en parfaite collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la population au niveau de mon pays, c'est-à-dire que je travaille privé et public en même temps. Moi, et personnellement, je travaille au niveau privé, c'est avec les responsables de vaccination. On regarde ensemble le taux de vaccination, la couverture virale à ce niveau. Et surtout, dans les zones ciblées, on appelle ça zone ciblée, ce sont des zones très, très reculées des zones très, très reculées. Mais je travaille plus précisément dans le département de l'Ouest. Quand on parle de département de l'Ouest, c'est la capitale de la République d'Haïti. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Haïti, où se trouve Haïti, c'est au niveau de l'Amérique latine, on parle aussi de la Caraïbe. D'accord. Merci, Daphné. Je voulais juste savoir la situation de la COVID-19 et son impact sur la vaccination. Qu'est-ce que vous avez observé à Haïti, dans votre district de santé? OK. En premier lieu, merci Charlotte pour la question. La situation de COVID-19 au niveau du pays, je peux dire qu'en Haïti, on a fait la déclaration des premiers cas de COVID-19, c'était le 19 mars. Et depuis lors, il y avait vraiment, la population était vraiment un peu terrorisée. On parle vraiment de COVID parce qu'on avait déjà peur d'une manière générale, mondialement, à cause des décès. Mais plus précisément, actuellement, nous avons eu 54 décès selon le dernier rapport de ce mois de juillet, à peu près 7146 cas confirmés. Mais pour la vaccination au niveau du département, on a constaté que les gens, ça, je vous dis ça, ce sont dans les rencontres. À cause du COVID-19, du confinement, on a stoppé certaines activités comme par exemple les postes de rassemblement que faisaient les ASCP. On parle de ASCP, ce sont les agents communautaires polyvalents. Ce sont eux qui habituellement font des postes de rassemblement dans les zones et puis aller vacciner, en plus de la vaccination institutionnelle. De ce fait, ce que nous avons remarqué, rapporté, c'est qu'à cause de la peur qu'il existe dans les communautés, il y a très, 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 très peu de gens qui viennent pour faire la vaccination, bien que dans la majorité, les services de vaccination institutionnelle continuent et normalement. Même si les postes de rassemblement étaient arrêtés, on a donné des stratégies pour faire de la vaccination de porte à porte et ainsi d'éviter le rassemblement de plusieurs personnes. Mais à cause de la peur, à cause il y a dans les réseaux sociaux où on parle de vaccins de COVID qu'on va donner, les parents ont eu vraiment, vraiment, vraiment peur de faire vacciner. Pour cela, on a eu d'autres stratégies. OK, merci Daphné. Et vous allez nous parler de stratégie tout à l'heure. Juste pour préciser que pour le moment, il n'y a pas de vaccin contre la COVID-19. Donc, il n'y a pas encore de vaccin. Ce n'est pas une maladie évitable par la vaccination déjà. Donc, parlons stratégie maintenant, Daphné. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour atteindre ce moment et d'apaiser leur peur? Bon, en fait, pour vraiment apaiser quand on a fait le constat, parce que quand on a essayé de faire la vaccination, on a parlé avec les responsables, les superviseurs de ces agents-là que je viens de vous dire, et pour faire la vaccination de porte à porte. Et quand on a constaté que il y a eu un problème, les gens ne voulaient pas se faire vacciner, on disait qu'il y avait un vaccin, on a essayé de faire une rencontre et puis la première chose aussi, c'était de faire des rencontres avec des responsables, c'est-à-dire que les directeurs médicaux et les infirmières responsables, les superviseurs, ensemble avec la direction sanitaire de l'Ouest pour faire des rencontres pour dire que voilà comment on va procéder. On a fait ça depuis en haut avec les supérieurs et puis on a dit qu'on allait sensibiliser les gens. Sensibiliser pour dire quoi? Que si les ASCP sont
ont une communauté, une zone déserte, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de travailler avec cette zone. Toutes les personnes, les habitants et les habitants connaissent cette personne, c'est-à-dire que c'est avoir une confiance en cette personne. On a dit qu'il faut essayer de sensibiliser la population pour dire qu'on a 4 ans, on a 5 ans en train de faire la sensibilisation, de vacciner les enfants pour vous. Est-ce qu'une fois, on avait donné quelque chose de Alors, mal? Daphné Michel, on a une première question pour vous, en fait, un auditeur qui attend depuis un certain temps, qui est Sekou Amadou Koulelba, qui demande, tiens, qui est sur son profil Facebook, c'est dommage, on ne peut pas le voir à l'intérieur de notre séance, et doit être un fan de moto. Mais donc, Sekou nous demande, nous constatons un relâchement des gestes barrières, et Sekou, si vous pouvez rajouter un commentaire pour nous dire votre ville et votre pays. Nous constatons un relâchement des gestes barrières dans beaucoup de localités chez nous. Est-ce le cas chez vous, donc, dans le district où vous travaillez en Haïti? Et si oui, comment vous faites face à ce relâchement? Donc j'imagine qu'il parle donc au sein même des services de vaccination. Est-ce que ce relâchement existe? Et quels ont été les gestes, les actes, les actions prises concrètes, s'il y en a eu, pour faire face à ce problème de relâchement dans les comportements? D'accord, merci Reda. Pour relâchement de barrière, en fait, vraiment, oui, on a constaté un peu ça, c'est vrai, et parce que toutes les personnes ne veulent pas vraiment se protéger, mais quand même, dans nos institutions, on demande vraiment aux bénéficiaires de mettre leur cache-nez, d'utiliser vraiment méthode de 1 mètre de distance, si je peux dire ça, bien que pour vacciner l'enfant, on est obligé vraiment de rapprocher la personne. Mais le point de vue communautaire, nos agents sont équipés pour aller dans les ménages et puis pour se faire vacciner. Et même dans les petits groupes de postes de rassemblement qu'on a fait, des petits groupes de 5 personnes, on essaie de maintenir vraiment, de garder la distance sociale et puis de mettre vraiment Alors justement, Sekou Amadou Koulelba a une deuxième question. Dans votre stratégie porte-à-porte, est-ce que vous avez fait l'état du respect des gestes barrières dans les ménages chez vous? Et si oui, quelle est l'appréciation de la situation? C'est vraiment ça, c'est en premier lieu, je peux lui dire que c'est un ordre qu'on demande aux gens d'utiliser des cache-nez. OK? Et en plus, comme des agents sanitaires qui travaillent vraiment dans le domaine de la santé, et ces agents-là sont protégés. On met des lunettes, on met des blouses même, on met des cache-nez. Ce n'est pas un geste vraiment rejeté parce que la population, on le sait déjà qu'on doit utiliser des cache-nez. Et même si on arrive chez la personne, on essaie de faire que la personne utilise ses cache-nez. OK. Merci. Bon? De retour à toi, Charlotte. Oui. D'accord, merci Reda. Et juste pour dire aussi que nous avons des participants avec nous dans la salle sur Zoom et vous pouvez également poser vos questions à Daphné dans le chat. Merci Daphné de nous partager votre expérience et exactement, j'allais demander qu'est-ce qui était faire en communauté dans le cadre du porte-à-porte par rapport à la protection du personnel soignant et de la communauté. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que les stratégies que vous avez mises en place commencent déjà à porter des fruits? Est-ce qu'il y a eu déjà changement dans les indicateurs? Oui. Les stratégies commencent déjà à porter des fruits parce que on peut, d'après les rapports, on a pu voir que durant les 3 premiers mois qu'on avait eu, je vous ai dit en mars, c'est-à-dire que avril, mai, juin, vraiment, les gens avaient vraiment beaucoup plus de réticence. Mais quand on a essayé, avant même de faire la vaccination, de sensibiliser la personne et de même laisser voir si la personne veut pour voir qu'il n'y a pas de nouveau vaccin, ce sont les mêmes antigènes. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que même si une première fois, une deuxième fois, la personne ne voulait pas emmener l'enfant ou bien faire vacciner l'enfant, on a accepté. Et puis, on essaie aussi de parler avec les leaders de la zone
parce que nous avons beaucoup de petites communautés. On parle, les agents parlent avec les leaders de la zone qui essaient de sensibiliser. Et même pour des stratégies de rattrapage, on va vraiment continuer ainsi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daphné, je ne vois pas de questions dans le chat. Je ne sais pas, Reda, est-ce qu'il y a des questions sur notre page Facebook? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on en a fini avec Daphné. Merci Daphné. Charlotte, juste une chose, je pense qu'il y a quand même un effort extraordinaire de la part des personnels de santé, y compris dans le domaine de la vaccination. Donc, après avoir écouté un récit comme ça, je sais que si on était dans une salle ensemble, il se passerait probablement quelque chose qui se passe quand des êtres humains se retrouvent et veulent saluer ou féliciter un intervenant ou une intervenante. Donc, je vais vous demander d'applaudir Daphné Michel, Linda Matadi et Nadia Marie Pierrette qu'on va entendre par la suite. Est-ce que vous êtes prêts à 3 ? 1, 2 et 3. Et je vais vous demander sur Facebook de vous manifester aussi en ajoutant des likes ou des cœurs, c'est au choix. Je n'ai qu'à dire merci Reda, merci Charlotte, merci les intervenants et puis les participants. C'est vraiment un plaisir de participer et puis de voir aussi comment ça marche pour vous dans les autres régions à travers le monde. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, Daphné. Ça a été un réel plaisir. Donc, à présent, je vais me tourner vers Linda Matadi et je vais vous inviter, Linda, d'activer votre micro. Vous êtes personnel d'une formation sanitaire, donc vous êtes dans un établissement de santé. J'aimerais que vous vous présentez, vous nous dites où vous travaillez et votre expérience par rapport à la situation du COVID-19 et son impact sur le service de vaccination. Quand est-ce que vous avez fait ce constat? À vous, Linda. Je vois que votre micro n'est pas encore activé. OK, Linda, si vous m'entendez, bien vouloir activer votre micro. OK. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup, Charlotte. Je suis Linda Mata, je suis en RDC, résidente à Kinshasa. Je suis médecin épidémiologiste. Actuellement, je suis responsable épidémiologie COVID chez ASF. Et là, j'accompagne les formations sanitaires dans la continuité des services essentiels dont la vaccination, qui est de la situation COVID chez nous jusqu'à mercredi 22 juillet. Le cumul des cas était à 8 720, le cumul des décès 201 et le cumul des guéris 5 105. Pour ce qui est de l'impact de la COVID sur les services de vaccination, comme vous le savez, d'une façon générale, la COVID a un impact négatif sur la prestation des services, mais aussi sur les couvertures. Malheureusement, Reda, il semblerait que nous avons perdu Linda. Elle a des soucis de connexion Internet et c'est quelque chose qui arrive. Donc, je vois que son micro est à nouveau activé. Linda? Allô? Oui, je disais que d'une façon générale, la COVID a un impact négatif sur les services de vaccination. Ce que nous avons pu remarquer pendant cette période, d'une façon générale chez nous, il y a que le personnel de santé qui est absent des établissements en raison de la quarantaine ou de la peur, mais aussi dans certaines structures, l'effectif des agents certains services. Et pour le nombre de séances, par exemple, par mois, certaines structures ont dû réduire le nombre de séances. Le confinement, quant à lui, a entraîné le retard dans les calendriers des cibles, ce qui a fait que les cohortes d'enfants vaccinés ont même doublé. Et à cela s'est ajouté le retard dans l'approvisionnement des structures en intra à cause de l'irrégularité des vols dans certains endroits.
Mais du côté communauté, nous avons aussi remarqué que la communauté ne demandait plus les services en raison du risque perçu de propagation de la maladie, mais aussi la suspicion selon laquelle les personnels des services de vaccination allaient se servir de leurs enfants comme des cobayes pour tester un futur vaccin contre la COVID. Et pour ce qui est de l'impact sur les couvertures vaccinales, chez nous, l'épidémie a été déclarée le 10 mars. Pendant cette période, moi, j'étais en province pour appuyer la riposte contre la rougeole dans une zone de santé qui était en épidémie pour le compte de l'OMS. Et dans cette zone, déjà, à la fin du mois, on avait déjà assisté à un problème parce qu'on a comparé la couverture qu'on avait réalisée à la fin de ces mois par rapport à l'année antérieure. On avait une baisse d'au moins 10%. Et cela a été dû par la peur que les parents avaient contre une éventuelle contamination à la COVID. Il s'est fait aussi qu'on avait organisé une campagne de vaccination en début mai. Mais là, nous avons aussi remarqué vite l'impact que la COVID avait sur les services de vaccination, surtout en milieu urbain, là où les gens avaient accès aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on avait remarqué? Pour cette campagne-là qu'on a organisée au mois de mai, on a connu une baisse d'au moins 24% par rapport à la campagne qu'on avait organisée dans la même contrée, mais en 2019. OK. Juste pour savoir, Linda, donc, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir surmonter cela? Merci pour la question. Ayant remarqué cela, ce que nous avions fait pendant la campagne pour les activités de routine, nous avons fait une réunion avec les prestataires et les leaders communautaires pour analyser la situation. Et nous avons aussi fait un petit sondage rapide dans la communauté. Ce qu'on a trouvé, les parents ne mettaient pas en cause les antigènes que les enfants recevaient en routine. Mais la principale crainte des parents pendant cette période était qu'ils évitaient une éventuelle contamination à la COVID, car dans nos structures, on recevait aussi les demandeurs d'autres services. Et pour la campagne, la crainte était de voir leurs enfants recevoir des vaccins contre la COVID. Dans ce contexte, il fallait certaines actions concrètes. Qu'est-ce que nous avions fait pour assurer l'effectivité de l'offre des services de vaccination? Pour la campagne, par exemple, en milieu urbain, on a demandé à ce que les récoltes fassent du porte en porte pour parler individuellement avec les parents. Et ils avaient un message précis à donner aux parents. Le message était qu'ils devaient informer les parents que lorsqu'on introduit un nouveau vaccin, on les informe à l'avance. Parce que chez nous, on venait d'ajouter les vaccins contre les rotavirus. Et les parents étaient informés à l'avance qu'il y avait un nouveau vaccin qui s'était ajouté dans les calendriers. Et ça, personne ne l'ignorait. Et si jamais on allait introduire les vaccins pour la COVID, les parents seront aussi informés avant. Ça, c'était le message que les infirmiers, les récoltes faisaient passer et qu'il n'était pas question d'un vaccin contre la COVID. Mais pour ce qui est de la vaccination des routines, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes dit qu'il fallait réorganiser les services de vaccination. Et qu'est-ce qu'on devait faire? Cette organisation allait porter sur les moments ou les endroits où se tenaient les séances de vaccination. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Nous avons décidé de changer les horaires de la vaccination. En général, les parents ont commencé vers 9 heures pendant que tout le monde était dans les formations sanitaires. Mais quand on a eu cette réunion, nous avons décidé de changer l'horaire pour ce qui est de l'heure de début des séances. Et pour ça, on devait sensibiliser les parents sur ces changements d'horaire. C'est ce qu'on a fait. On a décidé de commencer nos séances à partir de 6 heures pour finir à 8 heures juste, avant que les services ne commencent, les autres services ne commencent. De ce fait, les parents et leurs enfants ne seraient pas en contact avec les autres personnes qui viennent pour les soins curatifs. C'est ça la stratégie que nous avons pu monter. C'était le fait de changer les horaires par rapport au début de nos séances de vaccination. Merci beaucoup, Linda. Je vais me tourner vers Reda. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Oui, alors j'aurais une dernière question. Il y a la première question. Il y a la première question pour Linda Matadi, donc qui est d'un de ses compatriotes de la République démocratique du Congo. C'est le docteur Gaston Ngala Mouloumé Akananga, qui demande des précisions, je pense, parce que vous avez déjà décrit pas mal de choses. Comment avez-vous fait concrètement? Donc là, on veut vraiment les pratiques, le comment, qui a permis de limiter le regroupement de plus de 20 ou 50 personnes, surtout lorsqu'il s'agit des sites ou agglomérations ayant plus de population ou d'enfants à vacciner.
Oui, merci pour la question. Nous avons tenu compte des mesures édictées par le gouvernement, entre autres la distanciation et le lavage des mains. On avait mis des points de lavage des mains à l'entrée de chaque structure. Et pour ce qui est de la distanciation, elle était respectée parce que pendant ces moments-là, il n'y avait pas d'autres demandeurs de services qui venaient. On commençait tôt à 6 heures, on utilisait tous les sièges qui étaient prévus pour les autres malades. On avait aussi fait des bancs pour permettre à ce que plus de mamans viennent, et ceux qui venaient, on pouvait respecter la distance d'1 mètre parce qu'il y avait beaucoup de places où les mamans pouvaient s'asseoir. Et là, lorsqu'on vaccinait, on terminait, la maman sortait directement sans attendre. C'est comme ça que nous avons fait pour respecter les mesures, par exemple, de distanciation. OK, merci Linda. Tout à l'heure, vous avez parlé de la gestion des vaccins et des intrants pendant cette période. Je voulais juste demander, pendant la période où le service de vaccination n'était pas offert à cause du confinement, quelles sont les mesures que vous avez prises pour assurer que les vaccins étaient en bon état? Je pense que c'est ma dernière question pour vous. Bon, les vaccins, par exemple, là où j'étais, les confinements n'étaient pas tous les jours. On confinait la communauté seulement samedi et dimanche. Mais malgré ces confinements, s'il y avait une séance prévue pour cette journée, les autorités passaient les informations à la radio pour dire que le confinement n'allait pas intervenir pour les services de vaccination. Donc, ceux qui devaient aller se faire vacciner, dont les parents d'enfants, étaient obligés de partir, d'amener les enfants et ils n'étaient pas dérangés en cours de route. Et pour la gestion des vaccins, on n'avait pas vraiment de problème parce qu'on a une bonne chaîne de froid là où j'étais. Les vaccins étaient gardés au bureau central, c'était bien gardé. Et les aires de santé, comme c'était des aires de santé urbaines, ils venaient s'approvisionner au niveau du bureau central. Et ceux qui avaient des chaînes de froid, ils gardaient eux-mêmes les vaccins. Mais pour la perte, par exemple, des vaccins, on n'a pas remarqué vraiment ces problèmes parce que là, il y avait des parents qui venaient. On n'a pas vraiment connu un problème là de résistance. Les parents venaient avec ces stratégies que nous avions mis en place. Et on n'a pas vraiment connu un problème avec la gestion des vaccins. Et nous pouvons dire que cette stratégie par rapport à ces milliers a bien marché parce qu'elle a été appréciée par les parents. Ils ont donné leur témoignage. Selon eux, ils ont vu que les autorités sanitaires tenaient compte du bien-être physique de leurs enfants. Et cette stratégie les permettait à réduire les moments d'attente qui passaient dans les structures. Parce qu'auparavant, ils devaient attendre à ce qu'on termine avec les autres malades pour commencer avec la vaccination. Mais là, ils ont vu les moments d'attente, la longueur des moments d'attente était vraiment réduite. Et les parents étaient vraiment trop enthousiasmés. Moi, personnellement, j'ai... Merci. Merci beaucoup, Linda. Linda et Charlotte, oui, une question précise donc, qui parvient de Inoussa Koueting, qui demande par quel canal avez-vous pu informer les parents à propos donc, du changement des horaires de vaccination? Oui, on avait une couverture en radio téléphonique. Nous avons utilisé la radio, mais nous avons aussi utilisé la sensibilisation des récos. Et selon les aires de santé, les récos devaient sensibiliser les parents 2 jours avant les débuts de cette séance-là. Et à chaque fois, les messages passaient aussi à la radio. Et la population était bien informée. Ça n'a pas posé problème. Au moment où nous parlons, hier, j'ai même parlé avec les prestataires de ces aires de santé. Ils m'ont confié que les parents ont exprimé leur souhait à ce que ces changements d'horaire restent un acquis même après la COVID. Car même les mamans qui hésitaient ou celles qui étaient impatientes ou hyper occupées trouvent que cet horaire leur permet de bien s'occuper d'autres tâches après la vaccination. D'accord, merci beaucoup Linda. Reda, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a de très bons commentaires que je vous invite à consulter sur Facebook, mais je crois qu'il est temps de féliciter Linda Matadi et donc de l'applaudir. D'accord, merci beaucoup Reda. En ce moment, je vais me retourner vers Nadia. Nadia, on l'a perdue pendant une courte instant, souci de connexion Internet, mais je viens de voir qu'elle a pu
se joindre à nous à nouveau. Donc, Nadia, bienvenue à vous une fois de plus. Et si vous pouvez vous présenter, nous dire où vous travaillez, ce que vous faites. Oui, merci beaucoup Charlotte. Merci Reda et meilleures salutations à tous. Je me nomme Nadia Martaï. Je travaille à l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar en appui technique au ministère de la Santé au niveau régional pour le programme élargi de vaccination. Et en ce moment, je fais partie du centre opérationnel d'urgence régional COVID-19. J'ai désactivé mon caméra parce que ma connexion est un peu instable. Donc. Oui, nous l'avons compris, Nadia, merci. Et parlez-nous un peu de la situation du COVID dans votre contexte et son impact sur la vaccination, surtout en ce qui concernait les craintes que le personnel de santé de vaccination avait vis-à-vis au COVID-19. Oui, merci beaucoup. Notre région d'appui, donc, c'est à Lotchamangour, fait partie de celle qui a notifié beaucoup de cas confirmés de coronavirus jusqu'ici à Madagascar, avec 251 cas cumulés jusqu'à hier, 144 guéris et un décédé. Madagascar a déclaré son premier cas le 20 mars, hein, mais l'analyse des données du premier trimestre des activités de vaccination était encore élevée par rapport au premier trimestre 2019 dans notre région. Mais pour le mois d'avril, on nous a rapporté et constaté sur terrain aussi une baisse de taux de fréquentation des centres de santé, mais les données du mois d'avril n'ont pas été trop affectées par rapport à cela, juste une baisse de 2%. Mais c'est quand notre région qui a notifié son premier cas le mois de mai, c'est là que l'impact du COVID-19 s'est fait sentir à travers nos agents de santé au niveau des centres de soins lors de nos descentes sur terrain avec les responsables de vaccination des districts, car beaucoup de nos agents de santé ont exprimé leur peur face à cette nouvelle maladie dont on ignore beaucoup de choses. Ils ont peur de leur sécurité et même beaucoup d'entre eux ont annulé des séances de vaccination et ne vont plus en stratégie avancée. Et cela a été confirmé par notre analyse de données du mois de mai qui a chuté de 8%. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait pour leur redonner confiance? OK. Au niveau de la région, donc, avec tous les responsables des districts, c'est-à-dire l'équipe de management du district, et avec ce qu'on a appris durant la formation Teach to Reach, on a retenu comme cause la connaissance. Donc, ce qu'on a fait, on a planifié et mis en œuvre des formations présentielles par vague en respectant les mesures sanitaires avec ces agents de santé au niveau des districts, pour voir aussi avec eux la solution ensemble. Et maintes fois, le problème de connaissance a été abordé. Ils ont vraiment manifesté leur peur face à cette maladie inconnue. Donc, on a fait une remise à niveau sur cette maladie, les rappels sur la prévention et contrôle des infections, ainsi que les messages que ces agents de santé doivent passer auprès de la communauté, car ce doit être eux, ces agents de santé, qui doivent être convaincus d'abord de ce qu'ils vont offrir. Et aussi, on a appliqué les recommandations, on a assuré que les recommandations du niveau central soient respectées, comme la présence stricte des dispositifs de lavage, les affiches de sensibilisation, et puis la continuité des services. Il y avait la note du niveau central qui insistait sur la continuité des services et en respectant les mesures sanitaires. Et aussi, c'est comme ça qu'on a fait, donc. D'accord. Merci à vous, Charlotte. Merci, Nadia. Je suis contente de savoir que vous avez appliqué les connaissances acquises lors de la formation Teach to Reach pour
renforcer les capacités de personnel de santé et de la vaccination dans votre contexte afin qu'ils surmontent les craintes et les peurs qu'ils avaient par rapport à la COVID-19 et à l'offre de services de vaccination? Et quel a été votre constat lorsque vous avez fait cela? Lorsqu'on a fait, comme je dis tout à l'heure, lorsqu'on était avec eux, les agents de santé, parce qu'on était en appui avec les districts, les régions, donc l'équipe de la région descendait vers les districts pour les appuyer lors de cette formation présentielle. Et la méthodologie était de les faire participer, tout ce qu'ils savent sur le COVID. Et c'est là qu'on a insisté et pour leur expliquer que on a besoin de la vaccination, que la vaccination doit reprendre. On était d'abord, on les convainquant, les agents de santé, parce que c'est là le fond du problème. C'est doit être eux qui, en premier lieu, être convaincus, parce que c'est eux qui vont passer le message auprès des agents communautaires qui vont à leur tour rassurer les mamans pour revenir au centre de santé, vu qu'on a aussi une baisse du taux de fréquentation. D'accord, merci Nadia. Il semble que vous avez une question sur Facebook. Donc, alors, effectivement, il y a d'abord Eden Sunshine. J'aime beaucoup le pseudo sur Facebook, c'est donc du Cameroun. Il dit: nous vous remercions beaucoup pour le partage d'expériences qui nous donne des idées, surtout pour nous qui devons mettre en œuvre des campagnes polio dans les mois à venir, donc pendant la pandémie. Et ensuite, une question, donc ce n'est pas sa première, il n'en est pas à sa première question, on va dire, c'est Sekou Amadou Koulelba qui dit donc l'émergence, et qui a une question précise, l'émergence de la médecine traditionnelle au Madagascar, j'imagine à quel point cela doit être un sujet touffu, en cette période de Covid-19, n'a-t-elle pas d'effet néfaste sur les programmes médicaux, allopathiques ou savants? Je ne sais pas si on a perdu. Oui. Nadia, oui. Elle est là. Pouvez-vous reformuler un peu parce que... Oui, la question c'est sur est-ce que la médecine traditionnelle, dans cette période de pandémie, pose problème par rapport aux programmes médicaux et en particulier pour les programmes de vaccination? On peut imaginer par exemple un parent qui va dire: je préfère prendre un médicament traditionnel plutôt que de faire vacciner mon enfant, par exemple. Oui, ça va d'un cas à l'autre, parce qu'en ce qui concerne la vaccination, même pendant l'épidémie de la rougeole ici, dans notre région, ça a été le cas d'abord, mais après qu'il y a eu des ressurgences des décès par rougeole, c'est là que tout le monde s'est faufilé pour faire vacciner leurs enfants, en sachant que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant n'ont pas vraiment d'effet. Donc, ils sont convaincus, comme le cas pendant la rougeole, que la médecine traditionnelle ne les a pas beaucoup aidés, mais c'est la vaccination qui a été la clé pour leurs enfants. Merci Linda. Oui. Merci beaucoup Linda. Reda, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a d'autres très bons commentaires, donc j'invite tous ceux qui ne sont pas sur Facebook de s'y rendre. Donc, c'est sur la page Digital Scholar. Je vais vous montrer rapidement de quoi il s'agit lorsque vous êtes visiteur. Donc, voilà. Donc, vous allez sur Facebook, vous tapez Digital Scholar. Oui, est-ce que c'est de l'anglais ou du français? On ne sait plus. Et là, c'est là donc, où vous retrouvez le direct. Mais vous retrouvez aussi toutes les archives donc des live streams quotidiens qu'on a fait cette semaine. Beaucoup d'autres choses. C'est un des meilleurs moyens pour se tenir à jour de tout ce qui se passe donc, autour du réseau Covid-19 Scholar. Dont le but, je rappelle, c'est partager l'expérience, diffuser les idées, agir pour maintenir la vaccination pendant la pandémie. Et
J'ai une question précise de Serge Tancoano. On ne sait pas à quelle intervenante il s'adresse, mais qui demande est-ce que les mères d'enfants portent des masques lors des séances de vaccination? Ok, je pense que tous nos trois intervenantes peuvent répondre à tour de rôle. Donc, comme le micro de Nadia est encore activé, allez-y, vous pouvez répondre. Oui, je salue Serge parce qu'il vient aussi de Madagascar, là. Oui, comme avec notre organisation, on a insisté aussi lors de notre descente des photos de nos séances de vaccination qui montrent les mères qui portent des masques et les agents de santé qui respectent les mesures sanitaires avec les gels et tout ça. Donc, oui, je confirme au niveau de notre région, on insiste vraiment sur le respect de cette mesure. Merci, Linda. Et à vous, Daphné. Bon, oui, et je confirme aussi parce que le port des masques, quel que soit le service, que ce soit pour la vaccination, PF, pour d'autres services, pour vraiment dans le centre de santé, on demande que la personne porte quelque chose pour se protéger et puis pour protéger le prestataire en face aussi. Merci. Et finalement, Linda. Oui, dans notre contexte, le port des masques est obligatoire, surtout si vous vous rendez dans une formation sanitaire. Et là, la communauté est vraiment sensible à ces sujets parce qu'il sait qu'au niveau des outils sanitaires, on peut facilement se contaminer. Donc, tout le monde se prépare pour avoir son masque. OK, merci. Reda, à vous pour le mot de fin. Mais déjà, je dis merci à nos trois invités pour leur participation et leur partage d'expérience lors de la séance d'aujourd'hui. À vous, Reda. Ça a été un festival, un festival de partage d'expériences cette semaine. Je suis un petit peu sous le coup de l'émotion. Là, on en a fait tout juste 4. Et lundi, c'est là où le réseau scolaire Covid-19 va démarrer. Vous avez jusqu'à dimanche pour déposer votre candidature. Si vous n'avez pas encore reçu de lettre vous informant de la décision d'acceptation ou non au réseau scolaire Covid-19, alors que vous avez bel et bien déposé votre candidature, assurez-vous que vous n'avez pas fait une faute d'orthographe sur votre courriel. Donc vous avez reçu un accusé de réception qui confirme que vous avez bel et bien déposé votre candidature. Et si vous n'avez pas encore, à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas encore reçu votre lettre, cela ne devrait pas tarder puisqu'on garde les candidatures ouvertes jusqu'à dimanche soir. Et lundi à 15h, donc, aura lieu le premier rendez-vous. Ce sera peut-être diffusé sur Facebook. On doit prendre la décision ce week-end ou lundi matin. Mais en tout cas, ça sera donc pour les candidats qui auront été acceptés au réseau scolaire Covid-19. Voilà, donc j'aimerais terminer. Déjà remercier Charlotte Mbou qui a préparé tous les live streams qu'on a fait cette semaine. Ça a été un grand plaisir de faire ça avec tout le soutien de l'équipe scolaire en coulisses, bien sûr. Et puis, donc il vous reste 3 jours, 10 heures, 13 minutes et 30 secondes pour déposer votre candidature si ce n'est pas encore fait. J'aimerais bien sûr qu'on termine aussi remercier donc les scolaires qui sont d'ores et déjà dans la salle que vous voyez ici, qui sont déjà nombreux à nous avoir rejoints, nous suivre sur Facebook. J'aimerais vous demander une dernière chose. On va donc applaudir une dernière fois cette semaine dans le cadre de ce live et surtout rajouter des likes ou des cœurs pour les intervenants de cette semaine. Voilà, le compteur monte, on est à 124 likes et 110 j'aime. Donc allez-y, ne soyez pas timides et on applaudit ensemble. Merci, bon week-end à toutes et à tous. Et pour ceux qui vont participer au réseau à partir de lundi, eh bien, on vous attend et ce sera avec grand plaisir pour vous recevoir lundi et commencer à pousser, aller encore plus loin dans le partage que ne le permettent ces séances courtes. À très vite et bon week-end à toutes et à tous.